Alors bonjour à tous, bienvenue au point de marché Wall Street de ce mardi 20 août 2013. Donc je suis heureux de vous retrouver après ce petit jour de repos que j'ai pris hier. Je vous retrouve aujourd'hui, alors on n'attend pas de chiffres économiques particuliers, c'est une semaine assez light sur le plan macroéconomique, si ce n'est qu'on a deux grands rendez-vous monétaires. Donc vous le savez, Adrien vous en a bien parlé hier, je vais revenir sur son analyse qui vous les présente bien. Il y a deux choses à surveiller, je pense qu'au niveau du son c'est correct, hein. Je regarde un peu vos commentaires, mais je pense que c'est bon. Ok, ça a l'air d'être bon. Alors bonjour Guylaine, qui a été présente ce matin. Yves, Jean-Pierre, Eric. Panther 666, toujours bonjour aux fidèles participants et auditeurs de ces points de marché en salle de trading d'LIFX. Alors, simplement, gardez bien l'esprit tout à l'heure à 18h. On vous propose une formation sur la plateforme FXM, donc tout simplement celle-ci, celle que vous connaissez bien, cette plateforme de trading ici pour passer vos ordres, et la plateforme graphique MarketScope, que je vais d'ailleurs mettre sous vos yeux parce que je ne l'avais pas encore fait. Alors je vais revenir sur le site d'LIFX. Quels sont les deux grands rendez-vous de la semaine? Donc ils vous sont précisés ici. On attend deux choses. D'une part demain soir. Alors demain soir, voilà ce que vous allez surveiller. C'est le procès verbal de la réunion des 30 et 31 juillet dernier du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis, où tous les gouverneurs régionaux des banques centrales régionales des États-Unis se sont réunis, se sont mis d'accord sur un texte final, une synthèse de leurs opinions, et ce texte vous sera donc présenté demain soir. Ensuite, jeudi et vendredi, une réunion organisée par la Fed de Kansas City, donc entre le 22 et le 24 août, sommet annuel donc de Jackson Hole. Bon, a priori, c'est pas non plus un rendez-vous majeur parce que le président de la Réserve fédérale des États-Unis ne sera pas présent. Dans tous les cas, c'est la prochaine étape de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis avant les 17 et 18 septembre prochains, qui sont tout simplement le prochain grand rendez-vous du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis, 17 et 18 septembre prochains. Enfin, la réponse et un calendrier, cette fois-ci qu'on attend précis, de désengagement du programme d'achat d'actifs mené par la Réserve fédérale des États-Unis depuis plusieurs années. Alors un calendrier et peut-être un montant, en fait il y a beaucoup de variables, beaucoup de paramètres sur lesquels on obtiendra des précisions. Alors on va revenir sur la situation des marchés aujourd'hui. Alors j'imagine qu'il y a un certain nombre de choses que vous n'avez pas, que vous avez bien repérées. Alors hop, je lance. Alors simplement rapidement, sur le site d'LIFX, ça vient d'être mis en ligne, vous avez ici les données du SSI, les toutes dernières données du SSI, qui vont d'ailleurs dans le sens aujourd'hui des breakouts qu'on observe sur l'euro. Alors par breakout j'entends franchissement de résistance, notamment donc la zone 1,3390, 1,3416 sur l'euro dollar, où là il y a de fortes chances que ce soit la bonne. Voilà, vous avez ici le pourcentage d'acheteurs sur l'euro dollar, 24% d'acheteurs, donc 76% de vendeurs. Rappelez-vous la théorie que je vous ai exposée la semaine dernière, des réservoirs, 76% de vendeurs, ça ne peut que se vider, c'est donc un facteur haussier pour l'euro dollar. Et finalement sur les dernières semaines ça fonctionne bien, puisque on avait beau plafonner sous les 1,34$, il y avait toujours une majorité de vendeurs, et finalement les premiers supports ont relancé la hausse, et aujourd'hui on n'a eu qu'une tentative de breakout. Mais d'ailleurs c'est pas uniquement sur l'euro dollar qu'on a une tentative de franchissement, on a aussi des beaux signaux qui sont en train d'être donnés sur l'euro CAD ou encore l'euro AUD. On va regarder tous ces éléments là. Alors l'euro dollar dans 24% d'acheteurs, vous pouvez prendre aussi connaissance donc des pourcentages d'acheteurs et de vendeurs des autres paires de devises qui vous intéressent. Je vous fais donc copier-coller du lien. Bon, pour ce qui est du site d'LIFX, vous en avez pris connaissance, il vous suffit d'aller sur la page d'accueil, vous allez retrouver l'essentiel des points importants. Alors ce que je vous propose, moi je vous expose comme d'habitude mon point de marché, on va essayer de toucher à peu près à toutes les classes d'actifs, et ensuite je regarderai vos commentaires et on reviendra sur des paires de devises forcément que j'aurais pas abordé, puisque je vais choisir une monnaie, enfin une paire par grande monnaie internationale. Alors on va procéder par classe d'actifs et je vais vous montrer un certain nombre de choses, notamment sur les indices actions, sur les métaux, sur le dollar américain, sur l'euro dollar, en fait beaucoup de choses intéressantes qui me font penser que le 15 août dernier n'est pas forcément, comme on commence un peu à le lire, un point haut final pour la hausse des actions, pour la hausse des actifs risqués. Alors, on va procéder dans l'ordre.
parmi les grandes caractéristiques des marchés financiers depuis le début de l'été, puisqu'au fond la phase haussière sur les actions a commencé le 24 juin dernier, eh bien nous avions, vous le savez, la surperformance des actions européennes. Alors par surperformance des actions européennes, on entend deux choses. La capacité en fait des actions européennes à développer, davantage, à produire davantage de performances que les actions américaines, avec quelque chose d'assez rare depuis 2 semaines, qui a vu les actions européennes monter alors que Wall Street corrigeait. Et justement, donc qu'en est-il? Cette surperformance, elle est toujours active. Je vous invite moi à faire attention sur les indices actions américains. Je pense que pour la plupart, nous avons potentiellement épuisé une grande partie du potentiel de baisse. Alors j'en veux quel indicateur? Ce que je vous propose d'observer, c'est l'indice Dow Jones. L'indice Dow Jones, c'est quoi? C'est donc cette tendance haussière, c'est cette oblique de tendance haussière, et je vais simplement commencer par un graphique weekly de l'indice Dow Jones que je vous avais déjà exposé, pour montrer qu'à chaque fois que l'indice Dow faisait des nouveaux sommets historiques, eh bien, ces anciens sommets historiques, qui devenaient support, finalement, n'agissaient pas, et que ce qui comptait à chaque fois, c'était une phase de retracement du précédent mouvement haussier. C'est ce qui avait eu lieu ici en mai dernier. En mai 2011, on avait ici fait des nouveaux sommets historiques. Finalement, on les avait cassés pour retracer cette phase-là, puis c'était reparti. À nouveau ici, en avril 2012, nouveau sommet historique. Ici, en septembre 2012, ça devenait support, mais on les a cassés et on a retracé cette phase-là. Et il se produit à nouveau la même chose. Nouveau sommet historique au début d'été sur les indices actions américains. Les anciens sommets deviennent support, on les casse à nouveau et on retrace une partie de la précédente jambe de hausse. Alors maintenant je vais passer en données journalières sur l'indice Dow Jones et vous allez voir deux choses intéressantes. D'une part cette fameuse phase de retracement dont je vous parle ici, où là nous sommes précisément sur 61,8, exactement 15 000 points. 15 000 points qui agit vraiment comme niveau de support sur l'indice Dow. Et puis regardez le RSI à 14 jours. Rarement il a été aussi vendeur sur l'indice Dow. Même ici, en juin dernier, on s'est à peine approché du niveau des 30. Finalement, on n'a pas retrouvé un RSI aussi vendeur sur l'indice Dow Jones depuis mai 2012. Et on est clairement dans des zones où on a pu observer des points bas sur les actions américaines. Dans tous les cas de figure, voilà, moi j'attire simplement votre attention là-dessus. On a un RSI fermement vendeur sur le dos, une oblique haussière ici qui est proche des cours, et enfin le support des 15 000 points. Ça laisse au moins la place à une phase de rebond technique. Alors pour les actions américaines, j'en dirai pas davantage, je pense que l'indice Dow Jones est assez parlant et je vous invite à le charger sur votre plateforme MarketScope en données journalières pour pouvoir l'observer. Alors tout est bon, son ok, parfait. Alors voilà donc pour ce qui est des indices américains. Maintenant revenons sur ces fameux indices européens et sur l'indice CAC 40. Donc, force est de constater qu'on a en effet une phase de prise de profit depuis le 15 août dernier. Alors d'ailleurs, c'est pas la première fois que un jour férié donne le point de départ d'une phase de vente. Et d'ailleurs, souvent le 15 août, et puis revenez un peu en arrière, vous allez voir, souvent le 15 août, on a le point de départ d'un mouvement correctif sur les actions européennes. Donc, qu'est-ce qui se passe ici sur l'indice CAC 40? On a cassé cette oblique haussière, on a cassé les 4077 points. Maintenant, dans une phase de test, attendons la clôture de ce soir, une phase de test de cette moyenne mobile à 21 jours, des 4045 points anciens supports annuels en clôture et des 4000 points. Ça, c'est l'analyse technique de l'indice CAC 40. Maintenant, on peut essayer de regarder les choses d'une autre façon pour savoir si les actions européennes peuvent finalement rebondir. Alors qu'est-ce qui a expliqué l'essentiel de la hausse du CAC 40 depuis le mois de juin dernier? Ce sont les bancaires, les minières, et l'automobile bien sûr, et les poids lourds de l'indice CAC 40 que sont Sanofi, le secteur du luxe. Mais au-delà du comportement des poids lourds, qu'est-ce qui est symptomatique de l'attrait pour les actions européennes depuis le début de l'été? C'est le secteur bancaire, les minières et le secteur automobile. Alors je vous propose deux choses. Tout d'abord, une méthodologie pour juger l'indice CAC 40 et éventuellement bien distinguer la situation qui s'est produite en mai dernier et celle qui se produit actuellement. Si vous êtes à la recherche d'un niveau de support ou de niveau à surveiller pour éventuellement affirmer que la hausse est terminée sur l'indice CAC 40, jetez un œil au breakout qui se sont développés sur des titres comme ArcelorMittal,
Société Générale. Il y a eu début août des franchissements de résistance extrêmement fermes sur ces actions françaises, avec un important volume de transactions. Et ces niveaux, pour le moment, sont impérativement préservés. Je ne vendrai donc pas trop tôt la peau du CAC 40, et je vous propose, à l'avenir, de jeter un œil à 2 titres. Tout d'abord le titre Société Générale, alors vous l'avez sous les yeux là, le titre Société Générale, et le titre ArcelorMittal. Voilà ce que je vous invite à regarder ici sur le titre Société Générale, qui, à l'image aussi du titre Crédit Agricole, ou encore des actions bancaires du sud de l'Europe, comme les bancaires espagnoles ou les bancaires italiennes, regardez ici, nous étions le 1er août dernier. On a eu un signal d'achat très fort sur l'action Société Générale, un vrai breakout, accompagné ici d'un puissant volume de transactions plus vues depuis des mois, un franchissement de résistance majeure, et regardez en données hebdomadaires, ici c'est un graphique en données journalières, et on s'est surtout affranchi d'une belle oblique baissière, anciennement donc résistance. Et j'ajoute enfin ici un puissant gap haussier qui, sur le titre Société Générale, est un gap de rupture. Alors, il existe encore un potentiel de repli des bancaires européennes, de Société Générale par exemple, mais pour ma part, tant que le gap haussier ici du 1er août tient, tant que sa base tient, tant que les 31,50 tiennent, eh bien, à moyen terme, pour la fin de l'année, je reste acheteur des indices européens et des actions européennes. Bien entendu, si le gap devait être comblé et l'ancienne oblique de résistance réintégrée, eh bien là, je pense qu'on aurait épuisé le potentiel de rebond technique des actions européennes. Alors maintenant, observez ici, ce matin, en fait tout à l'heure en début d'après-midi, le palmarès de l'indice CAC 40. Il y a 2 choses à regarder. D'une part ici, vous avez les plus fortes capitalisations de l'indice CAC 40, c'était à peu près il y a à peu près 2 heures. Et en tête du CAC 40, dans les points lourds, Sanofi, Total et L'Oréal. Et LVMH. Quelles étaient ce matin les 3 valeurs proches de l'équilibre au sein du CAC 40, malgré un indice qui finalement corrigeait? Sanofi, Total et LVMH. Donc au final, nous avons des poids lourds du CAC 40, Sanofi, Total, LVMH, L'Oréal, des titres d'ailleurs qui ont dévoilé de bons résultats trimestriels, qui eux occupent toujours la tête du palmarès, même quand les marchés corrigent. Et des poids lourds d'ailleurs de tout secteur confondu, la pharmacie, le luxe, et là une compagnie pétrolière avec Total. Et vous avez enfin des titres longtemps massacrés qui ont donné des puissants signaux d'achat en juillet, Société Générale ou encore ArcelorMittal, et pour ma part je reste acheteur d'ArcelorMittal à court terme au-dessus des 9 euros, qui pour l'instant viennent effectuer des pullbacks sur les niveaux de résistance qui ont été franchis en juillet et le 1er août par exemple pour Société Générale. Donc tant que pour moi ces niveaux tiennent sur les actions anciennement massacrées qui ont connu un retour en grâce, donc on a un bon comportement des valeurs du luxe au sein de l'indice CAC 40, de Total, de Sanofi, eh bien je ne passerai pas fermement vendeur sur l'indice CAC 40, ou en tout cas je ne défendrai pas l'engagement d'une cible à 3500 points, comme eh bien je commence un peu à le lire partout. Donc voilà, pour l'indice CAC 40, c'est clairement pas évident à court terme. Ce qui est certain, c'est qu'à court terme, on en est fait dans une phase baissière. Voilà, si vous avez un peu de difficulté, eh bien, analysez l'indice CAC 40 en jetant toujours un œil sur le dos, en jetant un œil aux actions Société Générale, ArcelorMittal et aux 4 poids lourds donc, que je viens de vous citer, qui étaient encore en tête du palmarès ce matin. Donc voilà pour ce qui est des actions européennes, prise de profit pour le moment à court terme. Mais non, c'est le point haut, Vincent. Alors, Nicolas dit que c'est le point haut. Dis-leur, Vincent. Voilà, c'est le gros débat. On avait aussi un vrai débat en clôture. Si ce soir, Par contre, voilà. Alors, attendons la clôture ce soir. Mais voilà, moi je regarde quand même certains titres. Alors maintenant, gros signal du début d'après-midi, et ben ce sont les paires en euros, paires croiseurs en euros, un euro-CAD qui a franchi une résistance, l'euro-dollar qui franchit une résistance. Il me semble que l'euro AUD c'était pas mal non plus. Alors où est-ce qu'il se cache l'euro AUD? Est-ce que je l'avais là-dessus? Voilà, l'euro AUD pareil. Alors on va d'abord revenir sur l'euro dollar puisque j'imagine que c'est la paire qui vous intéresse tous. Alors plusieurs choses. Sur DailyFX vous avez toujours le point de Karen sur l'euro dollar qui reste toujours haussière. Tout à l'heure j'avais échangé quelques messages avec Kali, l'autre expert donc Ishimoku DailyFX qui intervient beaucoup sur le forum, qui pense que désormais avec Ishimoku on peut viser 1,3496 $.
Pour ma part, j'attendais une clôture 4 heures au-dessus des 1,3390 et des 1,3416. J'ai eu cette clôture 4 heures. Bon, bah je dois dire signal d'achat et objectif 1,3480. Et pourquoi 1,3480 ? Bah vous prenez les résistances de février 2013. Février 2013, vous avez un certain nombre de niveaux de résistance horizontale, pardon. Voilà, tout simplement. Donc c'est pas très compliqué d'aller trouver ces cibles-là. Donc pour ma part, c'est ce que je vise désormais sur l'euro-dollar tant qu'on tient les 1,3390 en clôture 4 heures, 1,3480 $. Donc au final, aujourd'hui on a un signal d'achat sur l'euro-dollar. On a plutôt un dollar américain qui lui reste baissier. J'en veux ici pour illustration le FXM dollar index. Toujours sous cette résistance là, 10,710, sous la moyenne mobile exponentielle à 21 jours. Il a retracé 50% du précédent mouvement baissier. Il y a le support donc de jeudi dernier, le support qui se situe à 10,650 qui tient, c'est le support que vous connaissez, qu'on surveille tous. Si jamais il doit céder, et bien derrière on a un FXM dollar index qui devrait se replier dans la zone des 10,570. Donc davantage de baisse pour le dollar américain et davantage de hausse pour l'euro dollar. Alors on pourra éventuellement revenir sur d'autres paires en dollars si vous le souhaitez. Indiquez-moi dans la file commentaire les paires en dollars que vous souhaitez regarder. Donc pour le moment, de tout ce qu'on observe depuis la fin du mois de juin, le meilleur comportement relatif des actions européennes, les signaux d'achat donnés sur les bancaires, les signaux d'achat donnés sur les minières, donnés sur le secteur automobile en Europe, donc d'un point de vue technique. Le dépassement des capitaux des obligations vers les actions, alors je vous montre que dans le sens inverse c'est toujours valable puisque là on a une phase négative sur les actions et au contraire on a des obligations qui rebondissent. Regardez par exemple ici le contrat allemand Bund qui rebondit bien sur le niveau des 140. Il était temps pour les actions européennes, il était temps pour les actions américaines de rebondir puisque l'envolée du rendement américain à 10 ans qui encore ce matin se situe autour des 2,80-2,85%, commence à inquiéter sur les marchés financiers. Mais pour le moment, c'est quelque chose qui fonctionne bien. On a une corrélation négative assez nette entre le marché des actions et le marché obligataire. Les obligations viennent sur un support, les indices actions sous des résistances, les indices actions subissent des prises de profit, les obligations sont en rebond technique. Mais pour l'instant, pas de franchissement de résistance sur le Bund, pas de franchissement de résistance sur les T-notes, et j'observe des actions espagnoles, italiennes qui retracent assez rapidement leur précédent mouvement haussier, qui reviennent donc assez vite sur des supports. Et donc quant à l'indice CAC 40, je vous dis, j'utilise comme baromètre donc ArcelorMittal et Société Générale. Donc voilà donc pour le point indice. Clairement, lors des prochaines heures, à l'approche donc des rendez-vous monétaires dont je vous ai parlé tout à l'heure, mercredi soir, le procès verbal de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis, 30-31 juillet dernier. Jeudi, vendredi, donc Jackson Hole, sans Ben Bernanke, sans Mario Draghi. Et dans tous les cas de figure, observez le dos, observez les indicateurs de momentum sur le dos, et donc les 15 000 points. On attendra, là les indices US viennent d'ouvrir, donc pour l'instant, l'indice Dow Jones est en train de le tester avec quand même une oblique haussière qui passe légèrement au-dessus. Et puis bien sûr, comme le disait Nicolas, on attend la clôture sur l'indice CAC 40. Alors aujourd'hui, les signaux, il y en a beaucoup. C'est un peu la journée, soit des rebonds sur les supports majeurs, soit des rejets sous les résistances, des breakouts, des rebonds sur les supports. Rebonds sur les supports, le plus bel exemple aujourd'hui c'est le Bund, un support majeur, 140, rebond. Des franchissements de résistance, des breakouts, c'est surtout sur les paires en euros, Eurocad, euro-dollar. Autre belle dynamique haussière des dernières semaines qui est confirmée, je vous montre ici l'argent. Alors c'est juste parfait. Voilà ce que je vous propose sur l'argent. Vous prenez toute la baisse des cours de l'argent du 26 avril 2013 au 28 juin 2013, vous retracez 61,8. C'est un niveau qui se situe à 22,29 $, qui a été franchi le 15 août. Et prenez le point bas du jour, 22,29 $. C'était donc juste parfait. L'argent était sorti par le haut d'un petit canal haussier, il a effectué un pullback, ça repart. L'argent reste le métal précieux le plus fort.
Pour ce qui est de l'once d'or, eh bien c'est la même chose. On a fait un premier objectif à 1375, vous connaissez, hein, ce sont mes objectifs d'extension que je vous propose à chaque fois. On a eu un début de pullback sur 1344, ancienne résistance devenue support. Tout ça pour dire que les métaux industriels conservent une dynamique haussière toujours bien construite. Alors l'euro-dollar, ça a l'air d'accélérer. Bon, pour ceux qui ont joué breakout ou ceux qui sont acheteurs, 1,3480, ça me semble quand même une bonne cible pour prendre quelques bénéfices. Donc je ne viserai pas plus qu'un 34,80 pour la séance. Donc pour les métaux, on a vu... ah oui, autre métal qui se comporte bien, c'est le cuivre. Donc le cuivre c'est pas mal parce que vous avez cette oblique ici de tendance baissière, vous avez ici ce canal ascendant, on en est sorti par le haut, ici on a bien un pullback, un retour sur ces deux niveaux. Bon, le cuivre c'est toujours pas mal, même si à très court terme c'est quand même moins dynamique que l'argent et l'or. Alors dans les choses que je voulais vous montrer, je vais terminer par... Alors le gaz naturel, bon on en a parlé 1000 fois, c'est toujours pareil. On n'a pas encore précisément atteint les 3,50, on a fait 3,49,6. Bon, il n'y a pas de raison qu'on n'y aille pas, surtout qu'on a franchi la moyenne mobile à 20 jours sur le gaz. Et c'est ce qui avait stoppé la hausse des cours en fin de semaine dernière. Et en fait ce matin on a fait pile poil un test de cette moyenne mobile qui était avant résistance et qui est maintenant support. Donc on peut viser toujours, ma cible se situe exactement à 3,51. Donc on va attendre tranquillement 3,51. Pour ce qui est de l'AUD, alors l'AUD c'est toujours compliqué, hein, on en parle, on en reparle. Moi j'essaie un peu de m'avancer sur l'AUD USD ces derniers temps. Ce que je vous répète à chaque fois, c'est qu'on a une tendance baissière extrêmement puissante et que pour la retourner, il nous faut une vaste base. Il nous faut une base, quelque chose de latéral, de large à la fois en amplitude. Donc large en amplitude on l'a, puisque là vous avez une phase latérale entre 0,88 et 0,93 et quelque chose de large sur le plan du temps, c'est-à-dire l'axe des abscisses. Donc on a quelque chose d'important sur le plan de la hauteur. Maintenant sur le plan du temps, on est dans une phase latérale depuis le mois de juin dernier, mais c'est peut-être pas encore suffisant, on prend le temps de le développer. Et au fond, tant qu'on tient 0,90, eh bien la lecture en épaule, tête-épaule inversée est toujours valable avec un niveau d'activation à 0,9320. Et pour l'instant, ça reste compliqué, comme c'est le cas pour les paires en AUD ces derniers temps. Mais voilà, on fait plus de nouveaux points bas, mais on est dans une phase latérale qui est large, donc qui est difficile à trader. Dans tous les cas de figure, tout ce qu'on peut dire là au fond, c'est support à 0,90 et ligne de coup à 0,9320. Mais que dire de plus? Je ne m'acharnerai plus à essayer de trouver ici des figures. Je ne peux rien dire de plus, à part le fait qu'on est toujours en train de prendre le temps de construire quelque chose de large. Et si on raisonne sur la phase latérale dans son ensemble, eh bien l'épaule gauche ici elle a pris plus d'un mois. Donc voilà, on pourrait encore rester dans cette zone assez incertaine, encore 3 semaines, 2-3 semaines sur l'AUD USD. Alors, qu'est-ce qui nous donne le GBP USD, puisque la livre sterling c'était quand même une monnaie extrêmement forte ces derniers temps. Bon bah voilà, écoutez, on tend tranquillement vers l'objectif. GBP USD, je vous ai toujours répété ma cible, 1,5751. Bah écoutez, j'espère que vous êtes toujours dedans, puisqu'on y va, 1,5751. Je ne vois pas là ce qui pourrait empêcher le GBP USD d'aller à 1,5751. Alors, baisse du dollar américain, des breakouts. Alors sur le FXM dollar index, on est en train de tenter de tester à nouveau le support qui a été testé mercredi, jeudi et vendredi dernier, les 10,654. Là normalement il devrait être emporté, vu qu'on a quand même un bon comportement de GBP USD et d'euro dollar. Finalement c'est les deux signaux, ça fait partie des deux gros signaux d'achat du jour, avec Eurocad. Alors d'ailleurs l'Eurocad, qu'est-ce qu'il donne? Alors d'ailleurs pourquoi est-ce que le dollar canadien baisse, et pourquoi est-ce qu'on a aujourd'hui des beaux breakouts sur les paires en dollars canadiens, qu'il s'agisse de l'USD-CAD ou de l'Eurocad, mais je préfère nettement l'Eurocad. Eh bien on a eu des chiffres canadiens juste horribles. On attendait une contraction, il me semble que c'était les ventes de détail, ou je ne sais plus précisément ce qu'était le chiffre économique canadien tout à l'heure à 14h30, mais en gros on attendait un repli de 0,5% et on a eu plus de 2,5% de contraction. Donc voilà, des signaux d'achat sur les paires en dollars canadiens. Sur l'euro CAD, la cible est à 1,4075. Bon. Alors là on donne le signal d'achat à confirmer ce soir en clôture, mais si jamais c'est fait et qu'on fait un pullback ensuite sur 1,39, eh bien ce sera un bon niveau d'achat sur pullback, si jamais donc ça doit avoir lieu.
Donc baisse du dollar américain, rebond des obligations, toujours baisse des actions américaines, prise de bénéfices sur les actions européennes. Attention à la clôture quand même ce soir, ça pourrait prendre dans l'amplitude, pour l'instant ça reste incertain. Pour le CAC 40, vous surveillez les bancaires, surtout Société Générale. On peut se replier jusqu'à 31,50 €, sachant qu'elle est encore autour de 33. Donc Société Générale pourrait encore perdre 4-5% jusqu'à un niveau que moi personnellement je tenterai à l'achat. Ce qui pourrait en effet ramener le CAC dans ces zones-là, 3890. Sur ArcelorMittal, vous surveillez les 9 €. Voilà, moi si je dois avoir une stratégie acheteuse sur ArcelorMittal, le stop je le mets à 9 €. En dessous c'est terminé et là ça retourne à la cave et ça deviendrait compliqué pour ce titre qui a toujours de toute façon été compliqué, ArcelorMittal. Alors, on a parlé des obligations, des indices européens, américains, des matières premières, les pétroles, pas grand chose à dire si ce n'est qu'on a bien des ranges, que j'avais vendu un peu trop tôt sur le Brent, je ne sais même pas d'ailleurs pourquoi, puisque j'avais bien ici mon canal, on a fait pile poil le haut de mon canal. Pour l'instant ça corrige. Le brut US, c'est un trading range 103, 108, 80. Ça n'a pas changé. On vend la résistance, on achète le support. Et quant au gaz, on en a déjà parlé. Alors, écoutez, je vais regarder vos commentaires. On va regarder les actifs que vous souhaitez qu'on regarde ensemble, puisque je ne vais pas parler de tout. Alors, donc Sergio75, à propos des bancaires, nous précise que les comptes sont légèrement maquillés. C'est en effet possible. Bon, enfin, au niveau des états financiers des bancaires, de toute façon, je pense que parmi tous les états financiers, donc les comptes de résultats, les bilans, les tableaux de flux de trésorerie, tout ce que vous voulez, enfin, tous les états financiers, regardez pour juger la santé d'une entreprise. Ceux des bancaires sont les plus illisibles ou les plus difficiles à décrypter. Donc concrètement, on va se contenter de faire de l'analyse technique des actions sur les marchés financiers. Pour ce qui est du secteur bancaire, on ne va pas se risquer à aller interpréter ces états financiers, mais qui sont probablement maquillés, comme tu dis Sergio. Alors, donc Sergio75 nous précise aussi quelque chose sur les bancaires US. Nicolas, peux-tu prendre 2 minutes pour bien expliquer le SSI? Pourquoi est-il contrarien? Alors sur le forum vous avez d'ailleurs une explication du SSI, mais moi je vous invite juste à regarder une chose. Ça fait 3 semaines que le SSI FXM Daily FX vous dit qu'il y a une majorité de vendeurs sur l'euro dollar, et voilà, ça fait sur cette même période autant de temps que l'euro dollar continue de progresser, franchit des résistances. Donc voilà, le SSI a bien fonctionné sur l'euro dollar, puisque depuis début août, le pourcentage de vendeurs n'est jamais repassé sous 65%, je crois. C'est-à-dire que le pourcentage de vendeurs a toujours été supérieur à 65%. Il y a toujours eu une majorité de vendeurs. Et bon, pour ceux qui ont du mal à l'interpréter, je reviens rapidement dessus. Imaginez juste un réservoir, un bidon rempli d'eau. Et ce contenu d'eau, imaginez que ce sont les vendeurs. Si le réservoir est au ras-bord, comment il peut se remplir davantage? Donc si on a un pourcentage de vendeurs qui est à ras-bord, il ne peut que se vider. Donc si le pourcentage de vendeurs ne peut que se vider, c'est un facteur haussier pour l'euro dollar, puisqu'il n'y a plus de vendeurs entre guillemets disponibles dans le marché, puisque ça ne peut pas se remplir davantage. J'utilise cette image là, moi, pour simplifier, et c'est au fond assez efficace pour bien comprendre comment ça marche. Autrement exprimé, en mettant de côté cette image du réservoir, raisonnons en termes de capitaux. Si vous avez un pourcentage de vendeurs qui est proche de ces niveaux extrêmes, cela signifie qu'il y a tout simplement plus de capitaux disponibles, selon cette lecture historique, pour vendre davantage l'actif concerné. Et à partir du moment où on n'a plus un potentiel de vendeurs supplémentaires, par inertie, l'actif ne peut que progresser. Et donc c'est ce qui se produit à nouveau sur l'euro dollar avec ce nouveau signal d'achat. Et j'insiste, nous avons aujourd'hui un signal d'achat sur l'euro dollar, un breakout. Et chapeau bas d'ailleurs, à Ishimoku, puisqu'Ishimoku il me semble est acheteur depuis assez longtemps sur l'euro dollar. Et j'en veux pour preuve ici euro USD toujours haussier par Karen Pelwal. Il me semble que Karen nous avait parlé d'une cible à 1,35. Alors attendez, je vais juste regarder, on va le charger. Mais il me semble que Karen, depuis la clôture hebdomadaire d'il y a 4 semaines, donc rappelez-vous, nous étions là,
eh bien elle nous avait dit objectif 1,35. Donc voilà, d'ailleurs je vous invite à lire ici la cible, et puis tout à l'heure Kali me disait 1,34,96 comme cible, donc selon Ishimoku. Donc voilà, vous pouvez prendre le temps d'observer ces choses-là. C'est toujours intéressant. Alors on va se laisser l'eurodoll. Le câble est-il corrélé à l'euro-dollar? En tout cas ils avancent ensemble, c'est la dernière semaine, donc j'ai envie de dire oui. Alors, ok Guylaine, on va regarder USD CHF, bon sachant que Adrian vous en a déjà bien parlé, mais on va le regarder. Et que penses-tu du DAX? Alors, on fait ça dans le bon sens. Le DAX, eh bien, que penser du DAX si ce n'est que il est plus faible, En fait, c'est simple, c'est tout simplement le plus faible des indices européens, puisque depuis le début de l'été, c'est les secteurs les plus malmenés et les pays les plus malmenés qui ont surperformé. Parce que eh bien, c'est des pays, des secteurs qui avaient été sortis des portefeuilles des gérants en 2010-2011 et qui sont un petit peu revenus tout au long de l'été. Donc forcément, eh bien, c'était pas le cas du DAX, puisque les actions allemandes, c'est pas elles qui en priorité avaient quitté les portefeuilles des gérants, elles sont complètement plates. Le DAX, pour moi, c'est un trading range. C'est un trading range compris entre 8213 points et 8462 points. Qui dit trading range dit on achète le support, on vend la résistance. Pour moi, c'est une tendance complètement plate, l'indice allemand DAX 30. Alors l'USD CHF. L'USD CHF, que dire là-dessus? Donc il y a un certain nombre de points. Donc Adrian vous a fait un certain nombre de points là-dessus. Donc là il y a une oblique haussière en données journalières. Bon, on a aujourd'hui potentiellement un breakout sur le FXM dollar index. On a des signaux d'achat donnés sur les paires en dollars. Là actuellement, eh bien, j'ai l'impression que l'USD CHF est en train de casser le support à 0,92. Bon, maintenant il y a un certain nombre de supports qui passent ici. Franchement, c'est pas évident l'USD CHF. Enfin, parmi les niveaux horizontaux, moi je vois pas grand chose avant 0,90-75. Mais bon, par contre ici ça deviendrait plutôt une zone d'achat. Et Adrian a bien insisté sur le fait qu'en données mensuelles il y a une compression de la vol et qu'on attend à un moment ou à un autre une reprise d'un fort mouvement directionnel, qu'il soit haussier ou baissier. Donc je vous invite à regarder plutôt le graphique mensuel de l'USD CHF et à vous référer à ce que vous a dit Adrian sur cette paire. Alors, l'euro GBP, tenez, on en parlait. L'euro GBP, on avait éventuellement envisagé une zone d'achat à ce contact. Bon bah il est déjà reparti. Après je l'achèterai pas forcément parce que déjà il est horrible. C'est un trading range 0,84, 0,8750. Auquel il rebondit, mais pour moi on a déjà une résistance ici à 0,85, 80. Donc l'euro GBP, je n'en ferai juste rien. Les paires en dollars, je vous en ai parlé ce matin. Les paires en dollars, eh bien, on était sous résistance encore en début de semaine dernière. Pour l'instant, les paires en yens, pardon, elles ont tendance à corriger. Juste une chose pour compléter l'analyse que je vous ai proposée ce matin sur les paires en yens, notamment sur l'USD yen, c'est un graphique des actions japonaises. Ici vous avez l'indice Nikkei 225. Je vous avais dit que si vous traitiez les paires en yens, notamment l'USD yen, la plus importante d'entre elles, il fallait surveiller le support à 13 460 points sur le Nikkei. J'ai l'impression qu'on est en train de le casser. Il nous faudrait, je pense, une clôture journalière de plus pour le valider. Parce que derrière, si le Nikkei enfonce cette oblique haussière et casse ce niveau horizontal pivot à 13 460, il y a pas loin de 1000 points à perdre sur le Nikkei. Donc méfiance sur les actions japonaises. Et ça va plutôt en faveur d'une hausse du yen. Alors le CAC 40, là en temps réel il teste les 4000 points. Alors, visiteur demande pourquoi le dollar baisse et l'euro dollar monte alors qu'on anticipe un ralentissement du quantitative easing. Certes, mais l'incertitude elle est pas à ce niveau-là. L'incertitude elle est au niveau du calendrier justement de ralentissement du quantitative easing. Et si pour l'instant le dollar américain baisse, eh bien c'est que pendant longtemps on pensait que ce ralentissement allait se mettre en place progressivement dès le mois de septembre prochain, et c'est justement ce qui devient de moins en moins sûr. Donc plus ça aura lieu loin dans le temps,
plus un facteur de baisse pour le dollar américain et un facteur de hausse pour l'euro-dollar. Bon, après, il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que les actions européennes surperforment, que certains gérants reviennent sur les actifs libellés en euros, donc voilà, il y a aussi un phénomène d'achat de l'euro. Donc il y a toutes ces choses-là. Alors, donc View nous dit la hausse des bancaires c'était pour mieux les shorter, possible. Breton nous propose un graphique ici, donc je vous invite à cliquer sur le lien et puis à le charger. Ensuite, alors le SSI donne aussi une majorité d'acheteurs sur l'AUD USD depuis 3 mois, mais alors pour l'AUD USD c'est quand même alors pour l'AUD USD il y a une majorité d'acheteurs depuis très longtemps et c'est justement ce qui empêche l'AUD USD de rentrer dans une phase de rebond technique. Donc mich pour moi ça va dans le sens du SSI, puisque dans toute la phase de baisse de l'AUD USD, on a voulu l'acheter, mais il y avait toujours une majorité d'acheteurs. Le réservoir des acheteurs était rempli, donc forcément tous les rebonds techniques étaient voués à l'échec. Et depuis quelques semaines, il est juste plat. Mais on peut très bien avoir longtemps un SSI qui reste fermement acheteur et un marché plat, surtout dans des mouvements baissiers comme ça très importants. Et au fond, idéalement, je dis bien idéalement, ce qu'il faudrait qu'il se produise, c'est que petit à petit, le pourcentage d'acheteurs diminue et que l'AUD USD reste flat longtemps, entre 0,89 et 0,93. Mais pour l'instant, je suis d'accord avec toi, Mich. Tout ce qu'on peut dire sur AUD USD, c'est qu'on a un gros range 0,89, 0,93. À l'intérieur, on peut essayer de lire ce qu'on veut. Moi, je proposais une tête épaule inversée. Dans tous les cas, j'ai toujours dit qu'on serait fixé quand on franchira 0,93,20. Après, c'est juste une forme, la forme des prix, quoi. Alors, Mich nous met un commentaire sur le SSI. Oui, tout à fait, exactement. Naturellement, Mich, tu as raison. C'est un indicateur FXM. Alors, Breton nous dit être vendeur du Nikkei depuis les 13 490 points avec une grosse position. Eh bien, c'est plutôt pas mal d'être vendeur là du Nikkei puisqu'il a cassé un support. Ensuite, Bertrand, une hausse de l'euro-dollar ne freinerait pas l'économie européenne vu que l'Allemagne verra sa balance commerciale compromise. Alors, ça c'est certain que j'ai l'impression qu'on est toujours... en tout cas, on n'est pas forcément sur le marché d'échange les mieux lotis, puisque c'est certain que la croissance économique, elle est plus aux États-Unis qu'en Europe, c'est la moindre des choses, et que eux, un dollar qui baisse, clairement ça les avantage. Mais j'ajouterais qu'un euro fort n'a généralement pas vraiment embêté l'Allemagne sur ses exportations. Par contre, ce serait plus handicapant pour les pays du sud de l'Europe qui, eux, au contraire, ont vu leurs exportations repartir, notamment les exportations espagnoles qui sont bien reparties. Donc en effet, l'euro-dollar, ça pourrait être un frein. Mais ça a toujours été le problème pour l'Europe. C'est que là ça paye de l'euro-dollar, on s'enflamme sur un potentiel point bas économique au sein de la zone euro, alors que pour l'instant on n'a eu qu'un seul bon trimestre, attendons de voir si on peut en enchaîner un deuxième. Mais au final, une hausse de l'euro-dollar, pour nous, c'est pas génial, mais voilà, personne peut contrôler les mouvements de l'euro-dollar sur le marché d'échange. Donc oui, c'est clairement pas très sympa c'est pas une bonne chose pour nous, je suis d'accord. Les formes sont toujours plus importantes que les prix, nous dit Breton. Breton nous précise, on en avait discuté la semaine dernière, j'ai mis un ordre plage auto, stop 0, les jeux sont faits, lol. Eh bien oui, bien joué sur le Nikkei, bien joué sur le Nikkei, c'est bien. Alors, l'euro-dollar, où en est-il ce petit euro-dollar? Alors, l'euro-dollar. Alors l'euro-dollar, je vais continuer à lire vos commentaires, mais simplement je compresse un peu les prix. Non, en fait, je vais me déplacer sur l'axe du temps. Ah, j'en profite d'ailleurs pour vous montrer quelque chose. Romain m'a montré ça tout à l'heure. C'est assez efficace. Si vous attendez des signaux techniques de confirmation avec un cours de clôture, et que vous utilisez plusieurs horizons de temps, vous allez ici dans la liste des indicateurs. Donc pour la liste des indicateurs, vous cliquez sur ce petit graphique, et vous allez tout en bas, et vous avez dans Autres un indicateur qui s'appelle Showtime to End. Showtime to End, vous le chargez, et ça vous fait apparaître ici un décompte. C'est comme un petit compteur. Voilà, c'est un petit compte à rebours de la prochaine clôture. Donc entre autres ici, je suis sur un graphique 4 heures de l'euro-dollar. Donc dans 3 heures et 2 minutes, j'aurai ma prochaine clôture 4 heures. Donc si vous attendez les signaux en clôture pour trader, et là par exemple, et que si c'est le 4 heures, vous faites rien avant 3 heures et 2 minutes. Voilà.
Bon, c'est juste un petit indicateur, c'est pratique hein, sur la plateforme MarketScope. Et si vous voulez en savoir plus, tout à l'heure à 18h, vous vous connectez. C'est Tatiana qui répond à toutes vos questions sur tout ça. Voilà. Alors, un instant s'il vous plaît. Nico, c'est BFM, c'est BFM. Merci. Non, c'est, je sais pas si... Oui, excusez-moi, je passais le... Alors, ensuite, alors je ne trouve pas l'indicateur, il est où? L'indicateur, il est où? Alors, je remonte le graphique. Donc, ici, voilà, ce petit... En fait, c'est la liste des indicateurs, et vous allez tout en bas, dans Autres. Et vous avez par défaut l'indicateur Show Time to End. Show Time to End. Et c'est ce qui vous fait apparaître le petit compte à rebours donc sur le graphique en question. Alors, ok c'est bon, nous dit Pierre. Donc, Breton, bonne fin d'après-midi et à bientôt. Merci. Voilà, écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y a pas davantage de questions. Donc demain c'est mercredi, demain soir c'est le procès verbal des minutes de la Fed, donc ont eu lieu le 30 et 31 juin dernier. Ensuite du 22 au 24 août, la réunion donc du parti du comité politique monétaire à Jackson Hole, sans Ben Bernanke. Et puis au final aujourd'hui, un signal d'achat sur l'euro-dollar, méfiance. Le FXM dollar index lui tient toujours son support, donc attention. Peut-être, moi je me satisfais ici d'une clôture 4 heures, mais peut-être attendre une clôture journalière sur l'euro dollar. Et enfin, s'il y a des clôtures à surveiller ce soir, ce sont celles des indices. Les 15 000 points sur le Dow Jones et les 4 000 sur le CAC 40. C'est certain que si les 15 000 devaient être cassés sur le Dow et les 4 000 sur le CAC, ça deviendrait un peu plus compliqué. Voilà, et écoutez, je vous remercie. C'est un séminaire qui a été enregistré, donc qui sera rapidement dans la rubrique vidéo du site. Vous restez en salle de trading. On vous retrouve à 18h pour une formation sur la Trading Station. Et de manière générale, je vous donne enfin un dernier lien. Vous avez ici tout le programme des séminaires de la semaine. Il y en a beaucoup sur des sujets divers et variés. Les plateformes de trading, les outils d'analyse technique, les ressources FXM. Il y a pas mal de choses. Donc vous allez ici dans Alerte de marché. Alors, alerte de marché, voilà, c'est en train de charger. Donc concrètement, comment on est organisé maintenant? Vous avez nos points de marché habituels, le Good Morning CAC 40, le Morning Meeting et le point de marché de l'après-midi, qu'on essaye de caler au plus proche des statistiques économiques. Et puis maintenant, tous les jours de 17h30 à 20h, c'est le créneau horaire de la formation en salle de trading. Alors là, il y a plein de sujets, il y aura bientôt la fiscalité. Voilà, c'est progressif et c'est une nouvelle organisation et on espère que ça vous plaît. Je vous dis à tout de suite sur Twitter, sur le forum et enfin, pour ma part, je vous retrouve demain à la même heure pour un point de marché. Excellente fin de journée à tous.